Oui, merci. Donc oui, je suis avocat. J'ai été mandaté également par la campagne Secret Toxique et les députés européens pour effectuer une analyse juridique des difficultés que présente cette législation et l'application de cette législation sur l'évaluation des pesticides. Donc d'abord, je vais reprendre très rapidement la technique d'évaluation qui a été mise en place par le règlement. Donc c'est le règlement 1107/2009. L'évaluation se fait en 2 étapes. Donc la première, c'est l'approbation de la substance active qui se fait au niveau européen. Vous avez l'industriel qui veut faire évaluer une substance active, qui dépose son dossier à une instance nationale qui est chargée de faire un pré-rapport, une proposition de rapport. Cette proposition de rapport est ensuite transmise à l'EFSA qui, elle, effectue le rapport complet et définitif qui est remis à la Commission européenne et la Commission prend un règlement d'approbation de cette substance active. Donc sur la substance active, c'est la Commission qui prend la décision. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui se passe au niveau national, qui est l'autorisation de mise sur le marché. Donc là, c'est l'autorité nationale, française ou autre, en France c'est l'ANSES, qui examine le produit fini complet à base de substances actives et d'autres composants et qui décide si oui ou non ce produit peut être commercialisé en France ou dans les pays membres dans lesquels la demande d'autorisation est déposée. Donc cette difficulté, déjà il y a une première difficulté, c'est le saucissonnage des procédures entre deux organes qui sont séparés, qui peut aboutir déjà à une complexité et à un défaussement des uns sur les autres parfois au niveau de la procédure. Alors je vais vous parler principalement de l'approbation de la substance active puisque c'est ce qui concerne le niveau européen. Donc le règlement européen, il est très clair sur l'approbation des substances actives. Il précise, alors je vous lis un très bref extrait, il précise qu'une substance active n'est approuvée que si sur la base de l'évaluation de tests de géonotoxicité de niveau supérieur effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l'autorité, il ou elle n'est pas déclarée ou classée mutagène de catégorie 1A ou 1B. Donc c'est la même chose pour le côté mutagène, pour le côté cancérigène et pour la question du perturbateur endocrinien. Donc pour être approuvée une substance active, il doit y avoir une série de tests, d'évaluations qui sont effectués et qui ne doivent pas faire ressortir une toxicité, donc des analyses à long terme sur cette substance active. La difficulté, c'est que le règlement européen déjà ne définit pas clairement la substance active. Donc il y a une déclaration qui est faite par les industriels de qu'est-ce qui constitue pour eux une substance active ou non. Et surtout, la deuxième particularité, c'est qu'il n'est pas défini la manière dont l'analyse est effectuée. On parle dans le règlement de la substance active, on ne parle pas du produit fini complet tel qu'il est commercialisé. Et là, il y a une difficulté d'interprétation. C'est-à-dire que la pratique de l'ANSES, de la pratique de l'EFSA au niveau européen, c'est de ne pas évaluer les produits complets, d'écarter les publications scientifiques qui concernent les produits complets et de ne regarder que ce qui concerne la substance déclarée active. Donc, pour exemple, sur les produits à base de glyphosate comme le Roundup, l'EFSA va exclure toutes les publications scientifiques qui concernent le Roundup, la formulation complète, ou toutes les formulations à base de glyphosate. Elle ne va examiner que les textes scientifiques qui concernent le glyphosate tout seul. Donc lorsqu'on prend du glyphosate tout seul ou lorsqu'on prend un produit composé notamment de glyphosate, mais généralement de 70% d'autres produits d'une toxicité parfois beaucoup plus élevée, on n'a pas le même produit en fait. Donc en fait ce qu'on évalue au niveau européen, c'est la substance active qui ne se retrouve pas toute seule dans l'environnement. Ce qu'on retrouve dans l'environnement, ce sont des produits finis, complets, composés d'une partie de substances actives et d'une grande partie d'autres produits, souvent indéterminés. Et il y a eu des études scientifiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés qui démontrent que le produit complet fini auquel l'environnement est soumis, auquel la personne est exposée, est jusqu'à 1000 fois plus toxique que la substance active toute seule. Donc autrement dit, au niveau européen, la pratique actuelle de l'EFSA, c'est d'analyser la substance qui est 1000 fois moins toxique que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'environnement. Donc c'est une véritable problématique, un problème même d'interprétation du texte qui s'est posé, que nous avons posé à la Cour européenne, effectivement sur ce fameux procès Blaise qui a débouché. Donc c'était une
un tribunal français qui a posé une question préjudicielle à la Cour européenne sur l'interprétation du règlement européen, en disant est-ce que lorsque l'EFSA et la Commission autorisent une substance active, ils doivent prendre en compte la totalité des textes, la totalité des analyses de produits finis complets tels qu'ils sont commercialisés, ou est-ce qu'on analyse uniquement la substance active toute seule, isolée du contexte, isolée du reste du produit. Donc la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt le 1er octobre 2019, donc qui a très considérablement éclairci les choses, puisqu'elle est venue finalement contredire ce qu'applique aujourd'hui l'EFSA et ce qu'applique aujourd'hui la Commission européenne. Donc là, pareil, je vous lis un petit extrait de cet arrêt de la Cour, donc qui nous dit, la Cour de justice, le législateur de l'Union a imposé la prise en compte des effets potentiels du cumul des divers composants d'un produit phytopharmaceutique, aussi bien lors de la procédure d'approbation des substances actives que lors de celle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Donc, paragraphes 2 et 3 du dit règlement prévoient explicitement que l'existence éventuelle d'un effet nocif de ce produit ou de ses résidus sur la santé humaine ou animale doit être appréciée compte tenu des effets cumulés et synergiques connus. C'est-à-dire que la Cour de justice vient nous dire on ne doit pas regarder uniquement la substance active, on doit bien regarder les produits complets, les produits finis tels qu'ils sont commercialisés. Et la Cour poursuit, ce qui implique, ainsi que l'a relevé l'avocate générale, de prendre en considération les effets induits par l'interaction entre une substance active donnée et notamment les autres composants du produit. Cette exigence vaut également pour l'Autorité européenne de sécurité des aliments, lorsque, conformément à l'article 12, celle-ci adopte, compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques, des conclusions dans lesquelles elle précise si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d'approbation de l'article 4 du règlement. Donc, autrement dit, l'EFSA aujourd'hui applique une analyse uniquement de la substance active, mais en fait, lorsqu'on applique la réglementation telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle a été expliquée, interprétée par la Cour européenne, l'EFSA devrait analyser les produits finis tels qu'ils sont commercialisés et auxquels nous sommes aujourd'hui exposés. Alors cette différence d'interprétation, enfin l'interprétation de l'EFSA par rapport au jugement, à l'arrêt de la Cour de justice qui s'impose à l'EFSA, elle a des conséquences lourdes. Hein. Je l'ai expliqué rapidement pour le glyphosate, mais lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, l'avis du Centre international de recherche sur le cancer qui a déclaré le glyphosate cancérigène probable, l'EFSA a, elle, conclu que ce n'était pas cancérigène. Et l'EFSA explique dans ses conclusions que c'est lié à ses méthodes d'analyse, l'EFSA n'ayant analysé que la substance active et pas les produits complets à base de glyphosate. Donc il y a une incidence immédiate sur un défaut d'évaluation de ces produits finis. L'EFSA devrait prendre en compte des analyses de toxicité sur les produits finis complets et faire demander à ce que l'industriel fasse ses essais de toxicité et surtout retenir l'intégralité des publications sur les produits à base d'une substance active. Donc ça pose un problème de légalité important. Depuis 2019, les députés européens faisant partie des groupes se sont emparés de ce dossier, mais au niveau de la Commission, il n'y a pas eu de modification des pratiques faites. Il n'y a eu aucune prise en compte de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on est sur une mauvaise application de ce règlement européen 1107. Donc avant même de parler de réformation des textes, il faudrait déjà les appliquer correctement. Donc aujourd'hui, au niveau juridique, ça commence déjà à avoir des impacts, notamment dans les États membres, puisqu'on obtient des annulations d'autorisation de mise sur le marché sur la base de ce défaut d'application des textes par l'EFSA. Notamment, par exemple, le Roundup 360, qui a été déclaré illégal par la Cour administrative d'appel de Lyon, notamment en raison du fait que la législation n'était pas correctement appliquée et l'évaluation n'était pas complète. Donc on se retrouve aujourd'hui, alors juridiquement, avec des autorisations données qui ne respectent pas la réglementation européenne, mais surtout en pratique, on se retrouve avec des produits qui sont commercialisés sans avoir subi l'évaluation complète nécessaire imposée par le règlement européen, et donc avec des risques majeurs pour la santé, pour l'environnement, tel que ça a été exposé avant. Donc on a
a des textes qui ne sont pas appliqués aujourd'hui et on a un risque majeur pour la santé et pour l'environnement. Donc la position aujourd'hui de Secret Toxiques, c'était d'alerter le Parlement européen sur cette absence d'application de la réglementation pour que peut-être le Parlement agisse auprès de la Commission ou peut-être engage des voies auprès de la Cour de justice en exécution. Il y a toute une série de possibilités juridiques d'action, alors que ce soit des associations, ce qu'elles font déjà, ce que ce soit des parlementaires. Et donc là, la balle revient un peu dans le camp des parlementaires pour essayer d'aboutir à une réelle application de la législation telle qu'elle a été écrite et telle qu'elle a été votée par les parlementaires dans ce règlement de 2009. Voilà, donc ce qui serait important aujourd'hui, c'est effectivement d'appliquer la réglementation pour protéger la santé du citoyen européen.